l'horloge de la sacristie de St. Mary Mead s'était arrêtée à 3h30 de l'après-midi, alors que Madame Venetia Carster ne s'était pas présentée à la réunion de la Guilde des Fleurs. Personne ne pouvait le savoir à ce moment-là, mais cet instant figé allait prendre une signification tout à fait différente avant la fin de la semaine. Miss Marple, qui arrangeait des roses blanches dans la nef avec son soin méticuleux habituel, avait remarqué le silence qui aurait dû être rompu par les carillons, mais elle n'y avait pas prêté attention, si ce n'est une légère irritation à l'idée que la femme du vicaire allait devoir appeler M. Gedge pour lui demander de réparer. C'était un jeudi de fin septembre, l'un de ces après-midi dorés en Angleterre, où la lumière semble revêtir une qualité particulière de nostalgie, comme si l'automne lui-même se souvenait de l'été avec une sorte de doux regret. Le village vaquait à ses occupations habituelles. Madame Dane triait le courrier de l'après-midi à la poste. Le colonel Bantry inspectait ses dahlias avec une précision militaire. Le jeune docteur Haydock faisait sa tournée avec son entrain et sa bonne humeur habituelle, qui donnait presque l'impression que la maladie était impolie. Tout était comme il se devait, comme cela avait toujours été, avec cette texture particulière de la vie dans un village anglais qui semble immuable, même si elle change sous la surface, comme l'eau sous la glace. Mademoiselle Marple venait de prendre du recul pour évaluer sa composition florale. Les roses blanches étaient peut-être un peu trop formelles, mais elles provenaient du jardin de Gossington Hall, et on ne pouvait guère refuser la générosité de Lady Bantry. Lorsque mademoiselle Hartnell fit irruption dans l'église avec l'énergie explosive qui caractérisait tous ses mouvements. Mademoiselle Hartnell était une femme corpulente, avec un visage intelligent comme celui d'un cheval et une voix qui portait à travers 3 jardins, même lorsqu'elle croyait murmurer. Jane, Jane, tu ne vas jamais le croire. Venetia Carstairs a été retrouvée morte dans son jardin. Morte. Madame Emmett l'a découverte il y a moins de 20 minutes lorsqu'elle est allée lui emprunter un sécateur. Elle gisait parmi les roses et la police est sur place. L'inspecteur Craddock est venu en voiture depuis Much Benham. C'est trop horrible, vraiment trop horrible. Les roses blanches dans les mains de mademoiselle Marple semblèrent soudainement prendre une autre signification, leur pâle perfection évoquant désormais des lys funéraires plutôt qu'une décoration ecclésiastique. Elle les posa avec soin, son esprit entamant déjà ce processus particulier d'observation et de remémoration qui lui était plus utile que n'importe quelle méthode policière moderne. « Morte » répéta-t-elle doucement. Mais je l'ai vue hier à la bibliothèque. Elle semblait en parfaite santé. Elle a rendu 3 romans, et c'est plainte du nouveau système de catalogage. Vous êtes sûr que c'est de mort naturelle ? Les yeux de mademoiselle Hartnell brillaient de cette terrible excitation que provoque une mort violente chez ceux qui ont vécu trop longtemps en sécurité. Le docteur Haydock ne l'a pas officiellement déclaré, mais madame Emmett dit « Enfin, on n'aime pas répéter les ragots. » Mais elle a clairement indiqué qu'il y avait une tasse de thé à côté du corps et que le visage de Venetia avait une expression des plus effrayantes. « Tout à fait anormal, » a déclaré madame Emmett. « Tout à fait anormal, en effet. » Ils étaient sortis de l'église dans la lumière dorée de l'après-midi qui semblait maintenant à mademoiselle Marple contenir une qualité de tromperie, une beauté dissimulant la corruption. Et elle se surprit à penser à quelque chose qui s'était passé il y a des années à St. Mary Mead. Mais non, il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. Les faits d'abord, puis les parallèles que la nature humaine fournissait avec une constance si fiable. La maison des Carstairs se trouvait au bout de la High Street, une belle demeure géorgienne avec des jardins qui descendaient jusqu'à un petit ruisseau. Venetia Carstairs était veuve depuis 5 ans, son mari étant décédé d'une maladie cardiaque quelque peu mystérieuse, mais mademoiselle Marple se dit que les questions médicales l'étaient souvent pour ceux qui n'étaient pas formés dans ce domaine. Elle avait 53 ans, toujours aussi belle grâce à cette préservation dont font preuve les femmes qui ont les moyens et la discipline nécessaires pour entretenir leur apparence.
avec des cheveux bruns, commençant seulement à grisonner, et une silhouette mince qu'elle attribuait à une alimentation raisonnable, et que d'autres qualifiaient de quasi-famine. Alors qu'elle s'approchait de la maison, Mademoiselle Hartnell avait naturellement supposé que Mademoiselle Marple souhaiterait l'accompagner, et Mademoiselle Marple ne l'avait pas détrompée. Elles aperçurent la voiture de police garée dans l'allée, et à côté, l'Austin quelque peu cabossé du docteur Haydock. Un petit groupe de villageois s'était rassemblé à une distance respectueuse, le visage marqué par cette expression de fascination horrifiée qui accompagne les morts inattendus dans les petites communautés. Madame Emmett se tenait parmi eux, le visage rond et pâle, au-dessus de sa salopette à fleurs, tenant les sécateurs inutiles comme un talisman. C'était une femme qui faisait le ménage dans plusieurs des meilleures maisons du village, fiable et quelque peu encline au dramatisme, mais pas, pensait Mademoiselle Marple, à l'invention pure et simple. Oh, Mademoiselle Marple, c'était horrible, tout simplement horrible, commença Madame Emmett, avant qu'elle ne l'ait tout à fait rejointe. Je suis venu par le côté de la maison, voyez-vous, parce que je savais que Madame Carster serait dans le jardin. Elle était toujours dans le jardin à cette heure de la journée. Elle était très attentive à ses roses, et elle était allongée sur le banc sous la tonnelle. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était endormie, mais ensuite j'ai vu son visage. Elle s'interrompit avec un frisson tout à fait sincère. « Y avait-il quelqu'un d'autre ?» demanda doucement Mademoiselle Marple. « Quelqu'un dans le jardin ou dans la maison ?»« Pas âme qui vive, Mademoiselle Marple. La maison était fermée à clé, à l'avant comme à l'arrière, et le jardin était complètement vide, à part elle. Il n'y avait que la tasse de thé à côté d'elle sur le banc et la théière encore posée sur la petite table. Elle devait être en train de prendre son thé de l'après-midi. L'image était claire dans l'esprit de Mademoiselle Marple. Venetia Carster dans son jardin immaculé, parmi les roses qu'elle entretenait avec un soin obsessionnel, prenant le thé dans le service Crown Derby qu'elle utilisait même lorsqu'elle était seule. C'était une image de tranquillité civilisée qui rendait l'interruption violente de la mort d'autant plus grotesque. L'inspecteur Craddock sortit de la maison à ce moment-là, son visage agréable et intelligent grave sous le poids de ses responsabilités. C'était un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds, qui inspirait confiance par sa compétence sans prétention. Il avait travaillé avec Mademoiselle Marple à plusieurs reprises et avait appris à ne pas rejeter ses observations comme étant simplement les fantaisies d'une vieille fille qui avait trop de temps libre. « Mademoiselle Marple, dit-il d'un ton à la fois amical et légèrement exaspéré, j'aurais dû me douter que vous seriez déjà là. Je suppose que Mademoiselle Hartnell vous a mis au courant de la situation générale. Madame Carstairs est morte subitement, répondit Mademoiselle Marple. C'est Madame Emmett qui l'a découverte. Je crois comprendre que les circonstances étaient quelque peu inhabituelles. » Craddock jeta un coup d'œil aux villageois rassemblés et fit un geste vers la porte du jardin. « Peut-être aimeriez-vous voir par vous-même. Le docteur Haydock est encore en train de l'examiner. Les premières conclusions suggèrent un empoisonnement, mais nous devrons attendre les résultats de l'autopsie pour en être certains. » Ils franchirent ensemble la porte et entrèrent dans ce qui était en effet un jardin remarquable. Venetia Carstairs s'était consacrée à ses roses, avec la passion que certaines femmes réservent à leurs enfants ou à leurs amants, et le résultat était une cascade de fleurs dans toutes les nuances. Du cramoisi profond au crème pâle, dont le parfum emplissait l'air automnal. La tonnelle où elle était morte était exposée au soleil de l'après-midi, avec un banc sous un treillis recouvert de roses grimpantes, dont les pétales commençaient à se disperser sur le sol, comme le font les fleurs de fin de saison. Le docteur Haydock se redressa à leur approche, son attitude joviale s'estompant. « C'est une affaire déplaisante, Mademoiselle Marple. Très déplaisante, en effet. J'ai déjà vu ce genre de choses auparavant. Contraction musculaire, déformation du visage.
apparition rapide. Si je devais émettre une hypothèse, je dirais de l'arsenic, bien qu'il y ait d'autres possibilités. La tasse de thé contenait certainement autre chose que du thé Earl Grey, je peux vous l'assurer. Le corps avait été laissé sur place en attendant l'arrivée du photographe de la police, et mademoiselle Marple, qui avait vu la mort sous diverses formes au cours de sa longue vie, l'observait maintenant, avec cette attention particulière qu'elle accordait aux détails importants. Venetia Carstairs portait une robe en lin bleu pâle, coûteuse et magnifiquement coupée, avec des perles au cou et aux poignets. Ses gants de jardinage étaient posés sur le banc à côté d'elle, et sur une petite table en fer forgé se trouvait la théière, la tasse et la soucoupe mentionnées par Madame Emmett, de la marque Crown Derby, avec un motif de rose qui semblait sinistrement approprié. Mais c'est autre chose qui attira l'attention de Mademoiselle Marple. Un détail si insignifiant que même l'inspecteur Craddock l'avait apparemment négligé. À côté de la tasse de thé, à moitié cachée sous un pétale de rose éparpillé, se trouvait une petite horloge, l'une de ces jolies montres en émail que les femmes transportent dans leur sac à main. Elle s'était arrêtée, comme l'horloge de la sacristie, à 3h30. Madame Carstairs avait-elle l'habitude d'emporter une montre dans le jardin ? Demanda mademoiselle Marple. Le docteur Haydock cligna des yeux. Une montre ? Je n'avais pas remarqué. C'est un peu étrange, non ? Je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin de savoir l'heure alors qu'elle prenait le thé dans son propre jardin. L'inspecteur Craddock prenait des notes. Nous allons la mettre dans un sac comme preuve, bien sûr, même si je ne vois pas immédiatement son importance. Mademoiselle Marple ne dit rien, mais son esprit était déjà en train de réfléchir à cette petite horloge arrêtée, se demandant ce que cela pouvait signifier. Le temps figé, le temps interrompu, le temps qui s'écoule. Il y avait là quelque chose qui renvoyait à un souvenir qu'elle n'arrivait pas tout à fait à saisir, comme un nom qui lui échappait. L'après-midi avançait vers le soir, la lumière dorée s'intensifiant pour devenir ambrée, et St. Mary Mead entama ce processus d'absorption et de spéculation qui suit toute perturbation violente de l'ordre social. Lorsque mademoiselle Marple retourna à son cottage, elle était restée pour apporter toute l'aide possible à l'inspecteur Craddock, qui consistait principalement en des observations sur l'organisation de la maison et les relations au sein du village. Les fils téléphoniques bourdonnaient déjà de théories et de contre-théories. Elle se prépara une tasse de thé, du Earl Grey, dans une simple théière blanche, et s'assit dans son salon alors que les ombres s'allongeaient, pensant à Venetia Carstairs. Elles n'étaient pas amies. Venetia était le genre de femme qui s'entourait de personnes utiles et rejetait celles qui ne l'étaient pas, et une vieille fille sans argent et sans relations sociales ne présentait aucun intérêt pour elle. Mais mademoiselle Marple l'avait observée au fil des ans avec cette attention discrète qu'elle portait à tous ses voisins, et elle avait vu des choses que les autres n'avaient peut-être pas remarquées. Venetia avait peur, pas depuis peu, mais depuis des années, une peur qu'elle dissimulait sous une apparence impeccable et une routine rigide. C'était une femme qui contrôlait son environnement avec une précision obsessionnelle, de ses jardins à ses comptes ménagers, en passant par son agenda social. Et ce contrôle, mademoiselle Marple le savait par longue expérience, était presque toujours une réponse à un désordre fondamental, à un chaos qui menaçait de l'intérieur ou de l'extérieur. L'horloge sur sa cheminée, sa propre horloge, qui fonctionnait avec une précision parfaite, sonna 6 fois, et mademoiselle Marple repensa à ces 2 horloges arrêtées, figées au même moment, et se demanda quelle importance le temps avait eue pour Venetia Carstairs dans les derniers instants de sa vie. Le courrier du soir apporta une lettre de son neveu Raymond, qui écrivait rarement, mais avec une affection sincère, et tandis qu'elle lisait ses nouvelles de la vie littéraire londonienne, son esprit continuait à travailler sur cet autre problème, triant et cataloguant les faits
qu'elle avait rassemblés. Du poison dans la tasse de thé, un mort dans le jardin, et 2 horloges arrêtées à 3h30. Cela lui rappelait quelque chose, ça, mais non, ce n'était pas tout à fait ça. Le parallèle qu'elle cherchait restait insaisissable. Elle se coucha tôt, mais le sommeil tardait à venir, et lorsqu'il finit par arriver, elle rêva de roses, d'horloges arrêtées et d'une tasse à thé peinte d'un motif floral qui, sous ses yeux, se transformait en quelque chose de sinistre et d'anormal. Le matin apporta cette clarté particulière qui suit une nuit de réflexion inconsciente, et mademoiselle Marple se réveilla avec le sentiment qu'elle commençait à entrevoir quelque chose, non pas la solution bien sûr, mais la forme que celle-ci finirait par prendre. Après le petit déjeuner, un œuf à la coque et des mouillettes, le même repas qu'elle prenait depuis 40 ans, elle se rendit au village, officiellement pour acheter de la laine pour son tricot, mais en réalité pour sonder l'opinion locale et recueillir les informations que la rumeur publique du village pouvait lui fournir. Comme toujours, la poste était le centre des commérages, et Madame Dane, qui dirigeait les opérations postales avec l'efficacité d'un maréchal, s'avéra être une mine d'informations. 6 personnes étaient déjà regroupées autour du comptoir lorsque mademoiselle Marple arriva, leur voix créant ce bourdonnement particulier de spéculations excitées qui accompagne un scandale local. Disant que c'était un suicide, mais je n'y crois pas un instant, insistait Madame Price, son imposante silhouette coincée contre le présentoir de timbre. Venetia Carstairs n'était pas du genre à faire ça. Elle était trop fière, et puis elle avait toutes les raisons de vivre. La garden party qu'elle organisait le mois prochain, elle n'avait parlé que de ça pendant des semaines. À moins, suggéra le colonel Bantry, qui avait la tendance militaire à privilégier les explications sombres, qu'elle ait découvert qu'elle était malade. Une maladie incurable, vous comprenez, plutôt que d'affronter une mort lente. C'est absurde, dit mademoiselle Wetherby, la sœur du vicaire, avec l'âpreté qui caractérisait toutes ses déclarations. Je l'ai vue il y a 3 jours, et elle était en parfaite santé. Elle se vantait de son nouveau rosier hybride, si vous voulez tout savoir. Une femme qui prévoit de se suicider ne s'emballe pas pour la culture des roses. Mademoiselle Marple choisit une pelote de laine bleu pâle et se joignit à la file d'attente, écoutant avec une apparente bienveillance qui cachait une attention aiguë. La conversation tourbillonnait autour d'elle, les théories s'empilant les unes sur les autres, jusqu'à ce que Madame Dane elle-même, incapable de résister à l'envie de partager ses connaissances supérieures, se penche par-dessus le comptoir, avec l'air de quelqu'un qui divulgue des secrets d'État. La police a posé des questions sur les visiteurs, dit-elle dans ce qu'elle croyait être un murmure. Apparemment, plusieurs personnes ont rendu visite à Madame Carstairs dans les jours qui ont précédé sa mort. Son neveu, Philip Carstairs, est venu de Londres mardi et est resté jusqu'à mercredi matin. Puis il y a eu M. Garvey, de l'agence immobilière de Much Benham, pour une histoire de vente d'une propriété, si j'ai bien compris. Et bien sûr, la jeune Madame Clément était là le jour même du décès, dans la matinée, pour une histoire de conte de la Flower Guild. Philip Carstairs. Mademoiselle Marple enregistra soigneusement ce nom. Elle l'avait rencontré une fois, il y a peut-être 3 ans, lorsqu'il avait assisté aux funérailles de son oncle. Un jeune homme d'une 20aine d'années, beau de cette façon plutôt effacée que certaines femmes trouvent séduisante, avec un air de pauvreté distingué et des mains qui n'avaient jamais fait de travail manuel. Il n'avait rien hérité à la mort de son oncle, toute la succession étant revenue à Venetia, et mademoiselle Marple se souvenait qu'il y avait eu quelques désagréments à ce sujet à l'époque. Philip Carstairs m'a toujours semblé particulièrement instable, disait le colonel Bantry, comme s'il avait suivi les pensées de mademoiselle Marple. Il est venu me voir il y a 2 ans pour me demander un prêt. Je lui ai bien sûr refusé. Ce n'est pas convenable d'emprunter à des quasi inconnus. Il est lourdement endetté, d'après ce que j'ai entendu, ajouta Madame Price avec délectation. Au jeu,
dit-on, mais il ne faut pas répandre des rumeurs non confirmées. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que son auditoire comprenait bien qu'elle faisait exactement cela. Mademoiselle Marple paya sa laine et sortit dans la lumière du soleil matinal, avec un peu plus d'informations qu'elle n'en avait auparavant. Le tableau commençait à prendre forme. Une veuve riche, un neveu en difficulté financière qui allait hériter, car Philippe Carster était sûrement l'héritier naturel, la visite d'un agent immobilier suggérant d'éventuelles transactions financières, et une mort par empoisonnement dans des circonstances qui suggéraient soit un meurtre, soit un suicide. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui ne collait pas tout à fait. Les horloges arrêtées la tracassaient, et tandis qu'elle rentrait lentement chez elle, elle se souvint d'une autre affaire, remontant à plusieurs années, impliquant une gouvernante qui avait été renvoyée et une horloge qui avait été délibérément déréglée pour créer un faux alibi. Mais non, ce n'était pas tout à fait la même chose. Ces horloges s'étaient arrêtées, elles n'avaient pas été réglées de manière incorrecte, et il y avait certainement une différence entre les deux actions. Elle était tellement absorbée par ses pensées qu'elle faillit entrer en collision avec Madame Clement, qui sortait précipitamment du portail du presbytère, avec son air caractéristique d'efficacité légèrement distraite. Gwenda Clément avait 32 ans. Elle était la femme du vicaire, et une jeune femme d'une intelligence considérable, quelque peu frustrée par les limites de son rôle. Elle était amie avec Venetia Carster, avec cette prudence propre aux personnes de statut social presque égal qui comprennent les limites de leurs relations. « Mademoiselle Marple, je suis si heureuse de vous rencontrer, » dit-elle, le joli visage rougi par l'angoisse. « La police m'a interrogée. Apparemment, j'étais l'une des dernières personnes à avoir vu Venetia vivante. Je suis passé chez elle jeudi matin pour discuter des comptes de la Flower Guild. Elle était trésorière, vous savez, et il y avait quelques irrégularités dont je devais lui parler. Rien de grave, juste quelques livres ici et là qui ne correspondaient pas tout à fait. « Et comment avez-vous trouvé Madame Carster ?» demanda gentiment Mademoiselle Marple. Était-elle elle-même? Madame Clement hésita, et dans cette hésitation, Mademoiselle Marple lut une mine d'information. Elle semblait agitée. Elle n'était pas tout à fait elle-même, comme d'habitude. Elle n'arrêtait pas de regarder l'horloge sur sa cheminée et disait qu'elle avait un rendez-vous à 3 heures qu'elle ne pouvait pas manquer. Et il y avait autre chose. Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. « Oui, ma chère. Ce n'est probablement rien. Mais quand j'ai mentionné les comptes, elle s'est montrée assez brusque avec moi. Elle a dit qu'il n'y avait aucune divergence, que ses registres étaient toujours parfaits et que je devais avoir fait une erreur dans ma propre comptabilité. Ce qui n'était pas vrai, mademoiselle Marple. Je suis très attentive à ce genre de choses. Mais elle était si véhémente à ce sujet que je n'ai pas insisté. J'aimerais maintenant l'avoir fait. » Mademoiselle Marple lui tapota le bras pour la réconforter. « Vous ne devez pas vous en vouloir, Madame Clement. On ne peut guère prévoir des événements aussi terribles. Dites-moi, avez-vous remarqué à quelle heure vous êtes partie? C'était juste après 11 heures. Je m'en souviens parce que l'horloge de l'église sonnait lorsque je suis sorti de son portail. Et elle était vivante à ce moment-là, tout à fait vivante, même si elle était plutôt impatiente de se débarrasser de moi. Pour être honnête. 4h30 avant sa mort, calcula mademoiselle Marple. Le temps pour que beaucoup de choses se passent. Le temps pour qu'un visiteur arrive, pour que le thé soit préparé, pour que le poison soit administré. Et cette mention d'un rendez-vous à 3 heures semblait significative, d'autant plus que les horloges s'étaient arrêtées à 3h30. Avait-elle honoré son rendez-vous? Ce rendez-vous était-il avec la mort elle-même? Elle rentra chez elle, l'esprit en ébullition, et passa le reste de la matinée dans son jardin, faisant semblant de couper les roses fanées, ses propres roses, qui étaient respectables sans être spectaculaires, mais réfléchissant en réalité à ce qu'elle avait appris. À l'heure du déjeuner, elle avait élaboré une théorie,
provisoire mais plausible, sur ce qui avait pu se passer chez les Carstairs, jeudi après-midi. L'après-midi, l'inspecteur Craddock se présenta à sa porte, ce qui ne la surprit pas. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours et qui savait que ses meilleures intuitions étaient encore à venir. « J'espère que je ne vous dérange pas, ma mademoiselle Marple, » dit-il en acceptant avec un soulagement visible l'offre de thé qu'elle lui proposait. « Je voudrais vous demander votre avis sur quelque chose. Vous connaissez les habitants de ce village mieux que quiconque, et j'ai appris que les connaissances locales peuvent être inestimables. » « Vous voulez en savoir plus sur Philip Carstairs » dit mademoiselle Marple en versant le thé dans ses plus belles tasses en porcelaine. Craddock sourit tristement. « Entre autres. »« Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Philip Carstairs hérite de tout selon le testament de sa tante. La maison, les investissements, une somme d'argent considérable. Il était dans le village mardi et mercredi, logeant au Hart and Hound, et, selon le propriétaire, il semblait nerveux et agité. Il a rendu visite à sa tante mardi soir, et il y a apparemment eu une discussion assez animée. Le jardinier, M. Gedge, a entendu des voix s'élever alors qu'il fermait la serre. Et vous le soupçonnez de meurtre. C'est certainement suggestif. Le mobile, l'opportunité, et il n'a pas d'alibi pour jeudi après-midi. Il prétend qu'il se promenait seul dans les Downs, et qu'il n'a vu personne. Il aurait facilement pu retourner à St. Mary Mead, administrer du poison à sa tante, et retourner à Londres par le train du soir. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé en réfléchissant. C'était un bon thé, du Ceylan, et elle y avait ajouté juste un peu de lait. Ce rituel semblait important d'une certaine manière, lié à l'image de Venetia Carstairs prenant son dernier thé dans le jardin. « Que dit M. Garvey ?» demanda-t-elle. « L'agent immobilier de Much Benham. Je crois comprendre qu'il a également rendu visite à Madame Carstairs récemment. »« Ah, vous en avez entendu parler ?» Craddock sortit son carnet. « Garvey est venu mercredi après-midi à la demande de Madame Carstairs. Elle envisageait de vendre Millfield, une petite propriété qu'elle possédait à environ 8 kilomètres d'ici et qui lui rapportait des revenus locatifs. Garvey dit qu'elle semblait déterminée à lever des fonds rapidement, ce qui lui a paru étrange car elle n'était pas à court d'argent. Il a préparé les documents, mais elle ne les avait pas encore signés. Peut-être avait-elle besoin de cet argent pour quelque chose de précis, suggéra mademoiselle Marple. Ou peut-être avait-elle l'intention de le donner à quelqu'un. Avait-elle l'habitude de faire des dons importants? Pas d'après sa banque. Elle était très prudente avec son argent, payait ses factures rapidement, mais n'était pas généreuse. Aucun retrait important ces derniers mois. Il marqua une pause, fronçant les sourcils. « Il y a autre chose qui me tracasse. Nous avons trouvé une lettre dans son bureau, partiellement écrite, jamais envoyée. Elle était adressée à son notaire à Londres et commençait ainsi. « Je dois modifier mon testament immédiatement. J'ai découvert quelque chose qui rend mes dispositions précédentes intenables. » Mais elle ne l'a jamais terminée, ni envoyée. Mademoiselle Marple ressentit ce petit choc de reconnaissance qui survient lorsqu'une information cruciale trouve sa place. Quand la lettre était-elle datée? Mercredi soir. La nuit après la visite de Philip Carstairs et le jour du rendez-vous de Garvey. Venetia Carstairs avait donc découvert quelque chose qui lui donnait envie de déshériter son neveu, quelque chose qui nécessitait la vente rapide d'un bien immobilier, peut-être pour financer un autre arrangement. Et puis, moins de 24 heures plus tard, elle était morte. Cela semble plutôt compromettant pour Philip Carstairs, admit mademoiselle Marple. Et pourtant, oui, cela semble presque trop évident, n'est-ce pas? Si quelqu'un prévoyait de commettre un meurtre pour toucher un héritage, il n'aurait certainement pas eu une dispute houleuse avec la victime la veille, attirant ainsi l'attention sur leur relation. Et s'il lui a administré du poison jeudi après-midi, comment s'y est-il pris? Selon Madame Emmett, la maison était fermée à clé. Madame Carstairs était seule dans son jardin.
À moins qu'elle ne l'ait invité à entrer, lui ait offert du thé. Mais elle n'aurait certainement pas fait cela s'il s'était de quitter en mauvais termes. Cradock acquiesça lentement. C'est précisément là que réside le problème de cette théorie. Et il y a autre chose. Nous n'avons trouvé aucune trace de la manière dont le poison a été administré. La théière ne contenait que du thé tout à fait normal. La tasse contenait du thé et de l'arsenic, une dose mortelle. Mais comment l'arsenic s'est-il retrouvé dans la tasse? Elle l'a versé elle-même, dit mademoiselle Marple. Elle a dû le faire. Il n'y avait personne d'autre présent. Exactement, ce qui suggère un suicide. Mais la lettre adressée à son avocat suggère qu'elle avait des projets pour l'avenir, des choses qu'elle voulait changer. Les personnes qui envisagent de se suicider ne se soucient généralement pas de modifier leur testament. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la lumière de l'après-midi traversant les rideaux de dentelle de mademoiselle Marple et dessinant des motifs sur le tapis. Quelque part dans le village, une horloge sonna 3 coups, non pas 3h30, mais 3 heures précises, et mademoiselle Marple se surprit à repenser à ces horloges arrêtées. « Le temps, dit-elle doucement. Le temps est important d'une certaine manière. Les horloges arrêtées à 3h30. Son inquiétude à l'idée de ne pas arriver à l'heure à son rendez-vous de 3 heures. Et si... Elle s'interrompit, poursuivant sa réflexion. Et si le rendez-vous était avec quelqu'un qui n'est jamais arrivé? Et si elle avait été empoisonnée avant 3 heures, mais que le poison avait mis du temps à agir, et qu'au moment où elle est morte, celui qui le lui avait administré était déjà parti? C'est possible, admit Cradock. L'arsenic peut mettre entre 30 minutes et plusieurs heures pour tuer, selon la dose et la constitution de la victime. Quelqu'un aurait donc pu lui rendre visite plus tôt dans la journée. Madame Clement lui a rendu visite à 11 heures, dit mademoiselle Marple. Et madame Carstairs était alors en vie et en bonne santé, même si elle était quelque peu agitée. Donc, entre 11 heures et le moment où madame Emmett l'a trouvée, vers 3h45, 5 heures, le temps de recevoir plusieurs visiteurs, en théorie. Cradock prenait des notes. Je vais devoir établir les déplacements de chacun pendant cette période. Philip Carstairs, bien sûr. Vous avez déjà parlé de madame Clement. Qui d'autre aurait pu avoir une raison de lui rendre visite? Son avocat en sait peut-être plus sur ses affaires, suggéra mademoiselle Marple. Et puis il y a le personnel de maison. Elle employait une cuisinière et une femme de chambre, je crois, ainsi que M. Gage pour le jardin. La cuisinière, madame Brice, a ses mercredis et jeudis après-midi de libre. Elle rendait visite à sa sœur, à Much Benham, et n'est revenue que vendredi matin. La femme de chambre, la jeune Susan Blake, avait également son jeudi après-midi de libre. Elle est allée au cinéma à Farmley, et plusieurs témoins peuvent le confirmer. Quant à Gage, il travaillait chez les Bantry jeudi. Le colonel Bantry lui avait spécifiquement demandé de l'aider à tailler des arbres. Venetia Carstairs était donc seule chez elle jeudi après-midi. Seule à l'exception de la personne qui lui avait rendu visite et qui avait versé de l'arsenic dans sa tasse de thé. Le tableau devenait plus clair, mais il manquait encore des pièces, et mademoiselle Marple avait cette sensation tenace d'avoir oublié quelque chose, un détail qui avait plus d'importance qu'il n'y paraissait. « Je me demande, dit-elle lentement, si madame Carstairs tenait un journal intime. Elle m'a donné l'impression d'être le genre de femme qui notait ses rendez-vous, sa routine quotidienne. Nous n'avons trouvé aucun journal intime dans la maison, répondit Cradock. Mais bien sûr, le meurtrier a pu l'emporter. Je vais demander à ce que les recherches soient élargies. Peut-être le gardait-elle dans un endroit moins évident. Après le départ de l'inspecteur, mademoiselle Marple resta assise un moment dans son salon, son tricot entre les mains, mais l'esprit ailleurs. Le problème prenait forme, mais cette forme était encore ambiguë, susceptible de multiples interprétations. Philip Carstairs semblait être le suspect, évident, trop évident peut-être. Mais si ce n'était pas lui,
Alors qui? Et pourquoi? Les ombres du soir s'allongeaient dans son jardin lorsqu'elle se leva et se dirigea vers son bureau, où elle sortit une feuille de papier à lettres. Elle avait une amie à Londres, une certaine mademoiselle Harris, qui évoluait dans ce qu'on appelait pudiquement les milieux d'affaires et qui était remarquablement bien informée sur les difficultés financières des jeunes hommes. Il n'y avait pas de mal, pensa mademoiselle Marple, à se renseigner sur la situation exacte de Philip Carstairs. Une fois la lettre écrite et cachetée, elle s'autorisa un dîner léger, des œufs brouillés et des toasts, accompagnés d'une théière de thé frais, et passa la soirée à lire un roman de mademoiselle Braddon, même si son esprit ne cessait de vagabonder de la page à l'image de Venetia Carstairs dans son jardin, parmi les roses qu'elle avait soignées avec tant d'obsession, buvant du thé dans une tasse empoisonnée, tandis que 2 horloges s'étaient arrêtées à 3h30. Ce n'est que lorsqu'elle se prépara à se coucher que l'idée lui vint, soudaine et aiguë comme une piqûre d'épingle. 2 horloges s'arrêtant au même moment. Quelles étaient les chances que cela se produise naturellement? Et si cela n'avait pas été naturel, si quelqu'un avait délibérément arrêté ces horloges, alors la question devenait: pourquoi? Quel était l'intérêt de figer le temps à ce moment précis? Elle s'endormit sans trouver de réponse à cette question, mais son inconscient continua à y réfléchir, et elle se réveilla aux petites heures du matin avec une théorie à moitié formée et profondément troublante. Si elle avait raison, et elle en était de plus en plus certaine, alors la solution à ce meurtre ne résidait pas dans des motifs évidents comme l'héritage, mais dans quelque chose de plus subtil, de plus psychologique et d'infiniment plus cruel. Le vendredi matin, la pluie s'est mise à tomber, une pluie fine et persistante qui a rendu le village gris et fait flétrir les roses de mademoiselle Marple. Elle s'est acquittée de sa routine matinale avec un soin particulier, comme si ses rituels familiers pouvaient la protéger des pensées troublantes qui tournaient dans son esprit. Après le petit déjeuner, elle écrivit 2 autres lettres, l'une à un cousin qui travaillait à Somerset House et qui pourrait peut-être retrouver certaines archives, et l'autre à une connaissance à Much Benham, qui était amie avec M. Garvey, l'agent immobilier. Elle était en train d'adresser les enveloppes lorsque mademoiselle Hartnell arriva, dégoulinante de pluie de son imperméable et pleine de nouvelles fraîches du village. « La police a emmené Philip Carstairs pour l'interroger », annonça-t-elle sans préambule. « Il est arrivé de Londres par le train du matin. Apparemment, l'inspecteur Craddock lui a téléphoné hier soir, et il avait l'air absolument épouvantable, Jane. Blanc comme un linge et tremblant comme une feuille. Madame Dane l'a vu à la gare et a dit qu'il pouvait à peine porter son sac de voyage. »« Ce n'est pas une preuve de culpabilité, » fit remarquer mademoiselle Marple d'un ton neutre. « Ce pauvre jeune homme a perdu sa tante dans des circonstances terribles. On peut s'attendre à ce qu'il soit bouleversé. » « Bien sûr, mais il y a plus. » Mademoiselle Hartnell baissa la voix à ce qu'elle considérait comme un niveau confidentiel. Il semble qu'il ait été impliqué dans des transactions financières très douteuses à Londres. Quelque chose en rapport avec la spéculation boursière, ce qu'on appelle l'achat sur marge, quoi que cela puisse signifier. Il doit de l'argent à plusieurs individus plutôt peu recommandables, et il a été question de menaces physiques s'il ne payait pas. Mademoiselle Marple cliquetait régulièrement avec ses aiguilles tout en assimilant ces informations. Combien doit-il? Des milliers, apparemment. Au moins 5000 livres, peut-être plus. Et la succession de Venetia vaut 30 ou 40 000, je dirais, avec la maison, les investissements et la propriété à Millfield. 30 ou 40 000 livres. Une fortune, certes, et pour un homme croulant sous les dettes, cela semblerait être le salut. Le mobile était fort, extrêmement fort, en fait. Et pourtant, mademoiselle Marple ne pouvait pas tout à fait dissiper ses doutes.
Il y avait quelque chose de trop net dans cette affaire, de trop bien arrangé, comme un décor conçu pour attirer l'attention dans une direction particulière. « Quelqu'un d'autre a-t-il été interrogé ?» demanda-t-elle. « Je ne crois pas. Mais j'ai entendu dire... » Mademoiselle Hartnell se pencha en avant d'un air complice. Qu'il y avait des tensions entre Vénétia et la jeune Madame Clement. Quelque chose à propos d'accusations de malhonnêteté concernant les fonds de la Guilde des Fleurs. Madame Price l'avait entendu de sa cousine qui fait le ménage au presbytère, et apparemment, Madame Clement en était très contrariée. C'était une information nouvelle et intéressante. Madame Clement avait mentionné un écart dans les comptes, mais l'avait qualifié de mineur, quelques livres ici et là. Vénétia Carstairs l'avait-elle accusée de quelque chose de plus grave? Mais non, Gwenda Clément était la femme du vicaire. Elle était au-dessus de tout soupçon, et de toute façon, quel mobile aurait-elle pu avoir? Les fonds de la Guilde des Fleurs s'élevaient à environ 50 livres par an, ce qui ne valait guère la peine de tuer. À moins, pensa mademoiselle Marple, qu'il y ait autre chose. Un autre lien entre madame Clement et madame Carstairs, un secret qu'il fallait protéger. Mais lequel? La pluie continua de tomber toute la matinée, et mademoiselle Marple, frustrée par le temps et par son incapacité à voir clairement le schéma, décida de rendre visite à Lady Bantry à Gossington Hall. Dolly Bantry était une vieille amie, dotée d'une grande perspicacité quant à la nature humaine, malgré son caractère quelque peu écervelé. Et mademoiselle Marple trouvait souvent que discuter d'un problème avec elle l'aidait à clarifier ses propres pensées. Elle téléphona d'abord. On ne rendait plus visite aux gens à l'improviste, même aux vieux amis, et trouva Lady Bantry chez elle, ravie d'avoir de la visite. Le trajet jusqu'à Gossington Hall ne prit que 10 minutes dans le taxi qu'elle loua au Heart and Hound, et elle arriva pour trouver son amie installée dans le salon avec une cafetière et les mots croisés du Times. « Jane, ma chérie, quel plaisir !» Lady Bantry repoussa les journaux et le courrier pour lui faire de la place. « Je meurs d'envie de discuter de cette affreuse affaire avec quelqu'un de sensé. Le colonel a bien sûr ses théories, mais elles sont toutes terriblement militaires et impliquent des mouvements de flanc et des positionnements stratégiques, ce qui ne semble pas vraiment pertinent pour empoisonner quelqu'un à l'heure du thé. » Autour d'un excellent café, servi dans de délicates tasses de sèvres, mademoiselle Marple exposa ce qu'elle savait, c'est-à-dire beaucoup de choses, et ce qu'elle soupçonnait, c'est-à-dire encore des choses frustrantes et vagues. « Ce qui me trouble, dit-elle, c'est la question du temps. Ces horloges arrêtées, je n'arrive pas à les oublier, elles doivent avoir une signification. Peut-être que Vénétia les a arrêtées elle-même, suggéra Lady Bantry. Une sorte de geste symbolique? Vous savez à quel point elle pouvait être théâtrale. Mais pourquoi? À quoi cela servirait-il? À moins que... Mademoiselle Marple s'interrompit, l'esprit en ébullition. À moins qu'elle n'ait essayé de laisser un message, pour indiquer l'heure d'un événement important. L'heure à laquelle quelqu'un lui a rendu visite, ou l'heure à laquelle elle s'est rendue compte qu'elle avait été empoisonnée. Mais cela ne tient pas non plus, car d'après tous les témoignages, les horloges se sont arrêtées au moment de sa mort, pas avant. Elles restèrent assises en silence pendant un moment, la pluie tambourinant contre les fenêtres du salon. Puis Lady Bantry dit, avec l'air de quelqu'un qui abat un atout, « Je me suis souvenu d'un détail qui pourrait être pertinent. Il y a environ 10 ans, lorsque Gérald, son mari, était encore en vie. Il y a eu un terrible scandale. Leur fille, Caroline, était fiancée à un jeune homme de Londres. Tout à fait convenable, bonne famille, revenus suffisants. Mais Caroline a rompu ses fiançailles assez soudainement et peu après, elle s'est enfuie à Paris avec quelqu'un de tout à fait inapproprié. Un artiste ou un musicien, je ne m'en souviens plus très bien. Gérald était furieux, Vénétia était dévastée, et ils l'ont pratiquement renié. Caroline Carstairs,
répéta mademoiselle Marple. « J'avais oublié son existence. Que lui est-il arrivé ?»« Je n'en ai aucune idée. Tout a été étouffé autant que possible. Vénétia n'a plus jamais parlé d'elle par la suite, et quand Gérald est mort, Caroline n'est pas venue aux funérailles. Pour autant que je sache, elle est peut-être morte elle-même à présent. » Mais mademoiselle Marple se souvenait de quelque chose. Un fragment de conversation entendu à la bibliothèque municipale quelques semaines auparavant, qui lui avait semblé insignifiant à l'époque. Madame Dane parlait d'une jeune femme qui était venue au bureau de poste pour demander son chemin vers la maison des Carster. Une jeune femme avec un accent français indéniable, vêtue de manière élégante mais légèrement bohème. La femme n'avait pas donné son nom, et Madame Dane n'y avait plus pensé. Mais, et si cette femme avait été Caroline Carster, de retour après des années d'éloignement? « Dolly, dit-elle avec insistance, quand exactement cette jeune femme à l'accent français est-elle venue? Vous en souvenez-vous? Lady Bantry réfléchit. Cela doit faire... 3 semaines, peut-être un mois. Madame Dane en a parlé lors de l'exposition florale qui a eu lieu le premier samedi de septembre. 3 semaines avant la mort de Vénétia Carster. Le temps d'une rencontre, d'une confrontation, d'une révélation quelconque. Et si Caroline Carstairs était revenue, si elle s'était réconciliée avec sa mère, ou avait fait valoir ses droits sur elle, alors l'héritage de Philip Carstairs aurait été menacé. Un autre mobile, une autre couche de complications. Miss Marple sentait le problème changer sous ses mains comme un kaléidoscope, les motifs se réorganisant en de nouvelles configurations. Elle avait besoin de plus d'informations, elle avait besoin de comprendre les relations et les secrets qui se cachaient sous la surface de la vie du village. « Je me demande, dit-elle lentement, si Vénétia entretenait une correspondance avec sa fille. Des lettres, peut-être, qui pourraient indiquer la nature de leurs relations ces dernières années. La police les aurait sûrement trouvées si elles existaient, fit remarquer Lady Bantry. À moins que quelqu'un ne les ait retirés. À moins que ce ne soit ce que le meurtrier recherchait. Non pas un journal intime, mais des lettres qui révéleraient des informations compromettantes. Ce n'était qu'une théorie, rien de plus, mais elle semblait plus plausible que la simple explication selon laquelle Philip avait agi pour l'argent. Miss Marple avait appris depuis longtemps que les meurtres étaient rarement simples. Ils trouvaient leur origine dans des émotions et des histoires complexes, et la solution évidente était souvent la mauvaise. Elle rentra chez elle sous la pluie, l'esprit en ébullition, et trouva un télégramme qui l'attendait. Il provenait de son amie à Londres, mademoiselle Erie, et était bref mais éclairant. Philip Carstairs doit 8000 oaths, menacé par des prêteurs. A également fait l'objet d'une enquête pour fraude l'année dernière, mais les charges ont été abandonnées. Pas tout à fait respectable. Plus d'informations par la poste. 8000 livres. C'était plus que ce qu'avait estimé mademoiselle Hartnell, et une somme désespérée pour un jeune homme sans moyens évidents de la rembourser. L'affaire contre Philip Carster se renforçait, et pourtant mademoiselle Marple continuait à ressentir ce sentiment d'injustice, comme si certaines pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas tout à fait. Elle passa l'après-midi à écrire des lettres, à son cousin à Somerset House, à plusieurs vieux amis qui pourraient avoir des informations sur la famille Carstairs, puis s'installa avec son tricot pour réfléchir. Le problème, décida-t-elle, était qu'elle considérait le meurtre comme un événement isolé, alors qu'il pouvait en fait être l'aboutissement d'années d'histoire familiale, de secrets et de rancunes. Le temps. Les horloges arrêtées revenaient sans cesse au temps. Vénétia Carster était obsédée par le temps, selon Madame Clement. Elle vérifiait l'heure, s'inquiétait pour son rendez-vous de 3 heures. Et si ce rendez-vous était avec sa fille? Et si Caroline Carster était revenue, exigeant de l'argent ou une reconnaissance, et que Vénétia avait prévu de la rencontrer à 3 heures? Mais si c'était vrai, où était Caroline maintenant? Pourquoi ne s'était-elle pas manifestée après la mort de sa mère?
À moins que... Et ici, mademoiselle Marple sentit un frisson de certitude lui parcourir l'échine. À moins que Caroline Carster ne soit la meurtrière. Cela expliquerait beaucoup de choses. La lettre non envoyée à l'avocat concernant la modification du testament, la nécessité de réunir rapidement des fonds en vendant des biens immobiliers, l'agitation et la peur que Madame Clement avait observées. Si Caroline était revenue avec une exigence, un chantage peut-être, ou une menace de révéler un secret de famille, Vénétia avait peut-être décidé de modifier son testament pour la déshériter complètement. Et Caroline, apprenant cette intention, aurait pu agir pour s'assurer son héritage avant que la modification ne soit effectuée. Mais comment avait-elle fait? Comment le poison avait-il été administré alors que la maison était fermée à clé et que Vénétia était seule dans son jardin? Et pourquoi arrêter les horloges? Mademoiselle Marple tricotait sans relâche, ses aiguilles brillant à la lumière de la lampe. Et peu à peu, une théorie commença à se former dans son esprit. Elle était baroque et compliquée, mais elle correspondait aux faits tels qu'elle les comprenait. Si elle avait raison, alors Philip Carstairs était innocent, un leurre destiné à détourner l'attention du véritable meurtrier. Mais pour le prouver, elle aurait besoin de plus d'informations que celles dont elle disposait actuellement. Le courrier du soir apporta une lettre de sa cousine à Somerset House, et mademoiselle Marple l'ouvrit avec des doigts qui tremblaient légèrement d'impatience. La lettre était brève, mais définitive. « Chère Jane, j'ai vérifié les archives comme tu me l'avais demandé. Caroline Mary Carstairs a épousé un certain Jean-Paul Desmond à Paris en avril 1937. Aucune trace de divorce ou de décès. Aucun enfant enregistré. J'espère que cela t'aidera dans tes recherches. Affectueusement, Margaret. » Caroline Carster était donc désormais Caroline Desmond et vivait probablement en France, ou du moins y avait vécu jusqu'à récemment. Mademoiselle Marple réfléchit longuement aux implications de cette information. Si Caroline était revenue en Angleterre pour se réconcilier ou demander de l'argent, elle aurait eu besoin d'un endroit où séjourner. Certainement pas à St. Mary Mead, où quelqu'un aurait remarqué une étrangère louant une chambre au Hart and Hound ou dans l'un des cottages, mais peut-être à Much Benham, qui était suffisamment grand pour rester anonyme. Elle en parlerait à l'inspecteur Craddock le lendemain matin. Pour l'instant, elle était fatiguée, et le problème ne semblait pas plus près d'être résolu malgré ses théories. Elle se prépara à aller se coucher avec un sentiment de frustration, l'impression que la réponse était juste hors de sa portée, visible mais pas tout à fait compréhensible, comme une forme aperçue à travers un verre dépoli. Et alors qu'elle sombrait dans le sommeil, elle se surprit à penser aux roses, à la façon dont elles fleurissaient si magnifiquement puis se fanaient, à la façon dont leurs épines restaient acérées même après la chute des pétales, à la façon dont Vénétia Carstairs avait soigné ses roses avec un soin obsessionnel, comme si elles étaient la seule chose dans sa vie qu'elle pouvait contrôler. Le samedi matin se leva clair et lumineux, la pluie s'étant dissipée pendant la nuit, et mademoiselle Marple se réveilla avec un sentiment de détermination. Elle avait désormais une théorie, encore incomplète mais suffisamment solide pour être approfondie, et elle s'habilla avec un soin particulier avant de se rendre au village pour faire part de ses réflexions à l'inspecteur Craddock. Elle le trouva au Hart and Hound, où il avait pris une chambre pour la durée de l'enquête, l'air fatigué mais déterminé. Il écouta attentivement sa théorie sur Caroline Carster, prenant parfois des notes, et lorsqu'elle eut terminé, il se cala dans son fauteuil en soupirant. « C'est plausible, » admit-il, « et cela expliquerait certainement certaines anomalies. Mais il y a des problèmes. Premièrement, nous n'avons aucune preuve que Caroline Carstairs se trouve en Angleterre. Deuxièmement, même si c'est le cas, nous n'avons aucune preuve qu'elle ait rendu visite à sa mère jeudi après-midi. Et troisièmement, nous ne comprenons toujours pas comment le poison a été administré, ni pourquoi les horloges ont été arrêtées.
En ce qui concerne le premier point, dit mademoiselle Marple, je vous suggère de vous renseigner auprès des hôtels et des pensions de famille de Much Benham. Si elle est dans la région depuis 3 semaines, elle doit bien séjourner quelque part. Quant au deuxième point, eh bien, il y a peut-être des témoins qui ont vu une femme correspondant à sa description près de la maison des Carstairs jeudi après-midi. Et quant au troisième, elle s'interrompit, fronçant les sourcils. J'avoue que je me pose encore la question. Il y a autre chose, dit Craddock. Nous avons terminé l'autopsie. Le docteur Haydock avait raison. La mort a été causée par un empoisonnement à l'arsenic, une dose massive administrée dans les 2 heures précédant le décès. Ce qui signifie que la personne qui l'a empoisonné l'a fait entre 13h30 et 15h30 environ, jeudi après-midi. Cela réduit la plage horaire, murmura mademoiselle Marple. C'est utile. Et cela élimine complètement madame Clement. Vous avez dit qu'elle était partie ? À 11 heures. Et le poison n'a été administré que plus tard. Exact. Nous avons également retracé plus précisément les déplacements de Philip Carstairs. Il a quitté Londres à 8h15 jeudi matin, ce qui l'aurait amené à Much Benham à 10h30. Mais voici la partie intéressante. Il a été vu en train de déjeuner au Black Swan à Much Benham de 12h30 à 2h. La serveuse se souvient clairement de lui car il semblait nerveux et a commandé du brandy avec son repas. Il n'aurait donc pas pu se trouver à St. Mary Mead pendant le moment crucial, dit lentement mademoiselle Marple, à moins qu'il ne soit venu après, disons à 2h30, et qu'il ait administré le poison à ce moment-là. C'est possible, mais peu probable. Plusieurs témoins l'ont vu dans le train de l'après-midi reliant Much Benham à Londres, qui part à 3h15. Il aurait dû commettre le meurtre, effacer toutes les traces et se rendre à la gare en l'espace de 45 minutes. Ce n'est pas impossible, mais le timing est très serré. Mademoiselle Marple resta silencieuse, réfléchissant. Si Philip Carstairs était innocent, et les preuves commençaient à le suggérer, alors qui avait tué Venetia Carstairs ? Caroline Desmond restait sa meilleure théorie, mais il y avait toujours ce problème lancinant de la méthode. Comment le poison avait-il été placé dans une tasse de thé, alors que personne d'autre n'était présent ? « Inspecteur, dit-elle lentement, je me demande si vous avez envisagé la possibilité que le poison se trouvait déjà dans la tasse, avant que Madame Carstairs ne verse son thé. » Craddock fronça les sourcils. « Nous avons testé la théière. Elle ne contenait que du thé tout à fait normal. Oui, mais supposons que quelqu'un ait préalablement placé de l'arsenic dans la tasse elle-même, en l'ayant peut-être peint dessus ou dissous dans une petite quantité de liquide qui s'évaporerait, laissant le poison comme résidu. Ainsi, lorsque Madame Carstairs a versé son thé, le poison s'est dissous dans le liquide chaud. En fait, c'est plutôt brillant, dit Craddock, le visage s'illuminant. Cela expliquerait comment elle a pu être empoisonnée sans que personne ne soit présent. Il suffisait que quelqu'un ait eu accès à son vaisselier à un moment donné. Ou remplacer une tasse normale par une tasse empoisonnée lors d'une visite précédente, termina mademoiselle Marple. Madame Clement était là jeudi matin. Philip Carstairs aussi, mardi soir. N'importe qui aurait pu avoir accès à la maison au cours des jours précédents. Mais pourquoi les horloges arrêtées ? Insista Craddock. C'est le détail que je n'arrive pas à intégrer dans aucune théorie. Et là, mademoiselle Marple devait admettre qu'elle était tout aussi perplexe. Les horloges arrêtées restaient une énigme, un élément de preuve qui semblait significatif, mais dont la signification, lui, échappait. Elle promit de continuer à y réfléchir et prit congé, traversant lentement le village, l'esprit en ébullition. Elle passait devant l'église lorsque le vicaire en sortit, le visage troublé. « Mademoiselle Marple, je suis si heureux de vous voir. Je voudrais vous demander votre avis sur une question assez délicate. Cela concerne ma femme. » Ils s'assirent sur un banc dans le cimetière, entourés de vieilles pierres tombales et du murmure du vent dans les ifs, et le vicaire lui expliqua son inquiétude.
Gwenda Clément était profondément bouleversée depuis la mort de Venetia Carster, plus bouleversée que ne le justifiait leur amitié relativement superficielle. Elle faisait des cauchemars, se réveillait en larmes et refusait de parler de ce qui la tourmentait. « J'ai peur, » dit le vicaire à contre-cœur, « que la police pense qu'elle a quelque chose à cacher. Mais je connais ma femme, mademoiselle Marple. Elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Si elle est bouleversée, c'est parce qu'elle se sent coupable d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce qu'elle a été l'une des dernières personnes à voir Madame Carstairs vivante. » Mademoiselle Marple lui tapota doucement la main. « Je suis sûre que vous avez raison, vicaire. Madame Clément me semble être une personne tout à fait bonne et honnête. Mais peut-être serait-il utile qu'elle parle de ce qui la trouble. Parfois, ces choses s'enveniment dans l'esprit lorsqu'elles sont gardées secrètes. » Elle rentra chez elle avec un sentiment d'inquiétude grandissant. Il y avait trop de pièces qui ne s'emboîtaient pas, trop de gens avec des secrets et des peurs. Quelque part dans cet enchevêtrement de relations et de motivations se trouvait la vérité, mais elle restait frustrant, hors d'atteinte. Le courrier de l'après-midi apporta une autre lettre de mademoiselle Herry à Londres, celle-ci plus détaillée. « Chère Jane, de nouvelles enquêtes sur Philip Carstairs révèlent des informations plutôt intéressantes. L'enquête pour fraude de l'année dernière concernait un stratagème visant à vendre des actions minières sans valeur à des investisseurs âgés. Philippe était impliqué, mais il a affirmé avoir été trompé par son associé, un certain David Marlowe, qui a disparu avant que des poursuites ne puissent être engagées. L'enquêteur a estimé que Philippe était véritablement une victime plutôt qu'un coupable. C'est pourquoi les charges ont été abandonnées. Cependant, ces difficultés financières actuelles découlent de la même affaire. Plusieurs investisseurs l'ont poursuivi au civil et il tente depuis lors de les rembourser. Ces dettes sont réelles, mais elles résultent d'une imprudence plutôt que d'une malveillance. Je pensais que vous deviez le savoir. Bien à vous, Elisabeth. » Ces informations présentaient Philip Carster sous un jour quelque peu différent. Non pas comme un méchant, mais comme un jeune homme faible et imprudent qui avait été exploité et qui était désormais aux prises avec les conséquences de ses actes. Son héritage potentiel de sa tante semblait moins être un mobile de meurtre qu'un salut dont il avait désespérément besoin. Mais si Philippe n'avait pas tué Venetia Carster, qui l'avait fait? Mademoiselle Marple passa le reste de l'après-midi et de la soirée du samedi à passer en revue tout ce qu'elle savait, à disposer les faits comme les pièces d'un puzzle et à essayer de voir comment ils s'emboîtaient. Le poison dans la tasse de thé, les horloges arrêtées, la lettre non envoyée concernant la modification du testament, la fille qui était peut-être revenue de France, le neveu désespérément endetté. Tous ces éléments semblaient pointer vers une solution, mais celle-ci restait exaspérante d'ambiguïté. Elle se coucha ce soir-là avec un profond sentiment de frustration et allongée dans l'obscurité, écoutant l'horloge de l'église sonner les heures, les sonner correctement, contrairement à l'horloge de la sacristie qui s'était arrêtée, elle se surprit à repenser au temps. Le temps qui s'écoule, le temps figé. Le temps à la fois comme mesure et comme symbole. Qu'avait voulu dire Venetia Carstairs avec ses horloges arrêtées? Quel message avait-elle voulu laisser? Et puis, de cette manière curieuse dont les idées surgissent parfois juste avant de s'endormir, mademoiselle Marple comprit. Elle comprit tout, clairement, terriblement, d'une simplicité dévastatrice. Il ne s'agissait pas de deux horloges qui s'étaient arrêtées naturellement, mais de deux horloges arrêtées délibérément. Ce n'était pas un message de la victime, mais un message du meurtrier. Il ne s'agissait pas de l'heure du décès, mais de toute autre chose, quelque chose qui changeait le sens de tout ce qu'elle avait supposé. Elle s'assit dans son lit, le cœur battant à tout rompre, et tendit la main vers la lampe. Elle devait réfléchir à tout cela avec soin, vérifier sa théorie à l'aide des faits,
s'assurer qu'elle n'était pas induite en erreur par sa propre intelligence. Mais même pendant qu'elle réfléchissait, elle sentait la certitude grandir en elle. Elle comprenait maintenant comment le meurtre avait été commis, et surtout, pourquoi. Et le pourquoi était déchirant. Il n'était plus question de dormir. Miss Marple se leva, enfila sa robe de chambre et descendit à son bureau. Elle devait coucher sa théorie sur le papier, en examiner chaque étape pour s'assurer qu'elle tenait la route. Puis, le lendemain matin, elle la présenterait à l'inspecteur Craddock. À l'aube, à St. Mary Mead, elle avait rempli 6 pages de son écriture soignée et précise, et sa théorie était complète. Elle était baroque et terrible, et reposait sur une forme particulièrement cruelle de manipulation. Mais elle correspondait à tous les faits, y compris les horloges arrêtées qui, elle le comprenait maintenant, étaient la clé de tout le puzzle. Le dimanche matin, elle se rendit au poste de police de Much Benham, où l'inspecteur Craddock avait son bureau, ses 6 pages de notes dans son sac à main. À son arrivée, elle le trouva déjà au travail, l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. « Mademoiselle Marple », dit-il en se levant pour la saluer, « vous avez l'air d'avoir eu une révélation. »« Je crois que oui, » répondit-elle, « mais c'est une révélation douloureuse. Puis-je m'asseoir ? Cela va prendre un certain temps à expliquer. » Et c'est ainsi que, dans ce bureau tranquille où les cloches de l'église et le chant des oiseaux résonnaient à travers la fenêtre, Mademoiselle Marple exposa sa théorie. Elle s'exprima avec soin et précision, étayant chaque point par des preuves, montrant comment les pièces s'emboîtaient pour former le tableau d'un meurtre prémédité d'un type particulièrement calculé. Quand elle eut terminé, Craddock resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il dit « C'est ingénieux et horrible. Mais vous avez raison, cela correspond mieux aux faits que toutes les autres théories que nous avons envisagées. La question est, comment le prouver ? Je pense, dit calmement mademoiselle Marple, que nous devons tendre un piège psychologique auquel le meurtrier ne pourra résister. Et je crois savoir exactement comment faire. » Ils passèrent l'heure suivante à planifier les détails, et lorsque mademoiselle Marple quitta le commissariat, le piège était tendu. Il faudrait un timing précis et une certaine mise en scène théâtrale. Mais si cela fonctionnait, et mademoiselle Marple était assez confiante à ce sujet, le meurtrier se dévoilerait dans les 24 heures. Elle retourna à St. Mary Mead, le cœur lourd. La solution du meurtre était telle qu'elle l'avait soupçonnée, tragique plutôt que malveillante, mais non moins criminelle pour autant. Quelqu'un avait tué par désespoir et par peur, et ce faisant, avait détruit non seulement Venetia Carster, mais aussi lui-même. L'après-midi fut consacré à des préparatifs discrets. Mademoiselle Marple passa plusieurs coups de téléphone, notamment à Lady Bantry et à Madame Clement. Et le soir venu, tout était prêt. Demain, lundi matin, le piège se refermerait, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait enfin révélée. Elle passa le dimanche soir comme d'habitude, avec son tricot et un livre, même si son esprit n'était concentré ni sur l'un ni sur l'autre. Elle pensait à Venetia Carstairs, à cette femme qui avait essayé de contrôler chaque aspect de sa vie et qui était morte parce que ce contrôle avait finalement échoué de manière catastrophique. Et elle pensait au meurtrier, à la forme particulière de désespoir qui pousse quelqu'un à tuer, et à la frontière parfois très mince entre la victime et l'auteur du crime. Le lundi matin arriva avec le soleil doré de septembre, d'une beauté trompeuse compte tenu de ce que la journée allait apporter. Mademoiselle Marple s'habilla avec soin, enfila sa plus belle robe grise et sa broche camée préférée, et se rendit au village à 9h30 précise. L'inspecteur Craddock avait déjà pris place à la maison des Carster, en compagnie d'un agent de police et du docteur Haydock, qui serviraient de témoins à tout ce qui allait se passer. Le piège avait été soigneusement préparé. Mademoiselle Marple avait fait savoir,
par l'intermédiaire de Madame Dane à la poste, qu'un document avait été découvert. Une lettre de Venetia Carster, cachée dans un livre et trouvée lors d'une fouille minutieuse de la maison. Selon la rumeur, cette lettre désignait son meurtrier et expliquait pourquoi les horloges s'étaient arrêtées. C'était un mensonge, bien sûr, mais un mensonge nécessaire. Le meurtrier, en entendant cette rumeur, serait obligé de récupérer la lettre supposée avant qu'elle ne soit remise à la police. Et en tentant de le faire, il se trahirait. Mademoiselle Marple arriva à la maison Carstairs et trouva le portail du jardin ouvert et personne en vue. Elle franchit le portail et descendit le chemin menant à la tonnelle de rose où Venetia était morte, ses sens à l'affût du moindre bruit ou mouvement. C'est alors qu'elle entendit des bruits de pas dans la maison, le bruit de quelqu'un qui fouillait frénétiquement, ouvrait et fermait des tiroirs. Elle se dirigea rapidement mais silencieusement vers les portes-fenêtres qui donnaient sur la terrasse et, à travers la vitre, elle aperçut le meurtrier. C'était Gwenda Clément, la femme du vicaire, le visage déformé par la peur et le désespoir, qui fouillait le bureau dans le cabinet de travail de Venetia. Ses mains tremblaient tandis qu'elle sortait des papiers et les jetait de côté, respirant par petits halètements, paniquée. « Madame Clément », dit calmement mademoiselle Marple, et la jeune femme se retourna en poussant un cri. Pendant un instant, elles se regardèrent de fixement, la vieille fille et la meurtrière, et dans les yeux de Gwenda Clément, mademoiselle Marple vit l'effondrement de l'espoir, la terrible prise de conscience de la découverte et de ses conséquences. « Il n'y a pas de lettre, » dit mademoiselle Marple doucement. « Je suis désolée pour la supercherie, mais nous avions besoin de connaître la vérité. » L'inspecteur Craddock sortit de la pièce voisine, le visage grave, et Gwenda Clément poussa un petit cri brisé et s'effondra sur une chaise, toute sa force l'abandonnant. « Comment l'avez-vous su ?» murmura-t-elle. Mademoiselle Marple s'assit en face d'elle, toujours aussi douce malgré l'horreur de ce qui venait d'être révélé. « Les horloges, dit-elle. Elles étaient la clé de tout. 2 horloges s'arrêtant au même moment, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un les avait arrêtées délibérément. Mais pourquoi? Dans quel but? Elle fit une pause, laissant à Gwenda le temps de répondre, mais la jeune femme se contenta de fixer ses mains, les larmes commençant à couler sur son visage. « Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de déterminer l'heure du décès, » poursuivit mademoiselle Marple. « Mais cela n'avait aucun sens. Le meurtrier aurait voulu dissimuler l'heure du décès, pas la commémorer. Puis j'ai compris. Les horloges n'avaient rien à voir avec l'heure du décès. Il s'agissait de détruire des preuves, de créer une raison pour que le temps lui-même soit peu fiable, afin que les alibis et les chronologies soient remis en question. » L'inspecteur Craddock s'était déplacé pour se tenir près de la fenêtre, son carnet ouvert. Le docteur Haydock entra silencieusement et se plaça près de la porte, son attitude joviale totalement modérée. « Vous avez rendu visite à Madame Carstairs jeudi matin, » dit mademoiselle Marple. « Vous l'avez admis, et lors de cette visite, vous avez remplacé l'une de ses tasses habituelles par une tasse empoisonnée. Vous l'aviez soigneusement préparée en enduisant l'intérieur de la tasse d'arsenic dissous dans un liquide volatile qui s'évaporerait, ne laissant que le poison. Lorsque Madame Carstairs a versé son thé de l'après-midi, l'arsenic s'est dissous dans le liquide chaud et elle l'a bu sans le savoir. » La voix de Gwenda était à peine audible. « Je ne pensais pas, je ne voulais pas, mais vous le vouliez, » dit mademoiselle Marple d'un ton ferme. « Tout cela a été soigneusement planifié et méticuleusement exécuté. Vous connaissiez les habitudes de Madame Carster. Vous saviez qu'elle prendrait le thé dans son jardin à 3 heures. Vous saviez que la maison serait vide le jeudi après-midi, car vous aviez vérifié les horaires des domestiques. Et vous saviez que l'horloge de la sacristie s'était arrêtée, ce qui vous a donné l'idée de votre diversion plutôt astucieuse. »« Quelle diversion ?» demanda Craddock. «
Madame Clément a arrêté l'horloge que Madame Carstairs gardait dans le jardin, expliqua mademoiselle Marple. La petite horloge en émail qui a été trouvée à côté du corps. Elle l'a arrêtée à 3h30 pour qu'elle corresponde à l'horloge cassée de la sacristie, créant ainsi l'apparence d'une coïncidence cosmique, quelque chose d'important qui exigerait une explication. Elle espérait que les horloges arrêtées deviendraient le centre de l'enquête, que nous nous épuiserions à essayer de comprendre leur signification, alors qu'en réalité, elles ne signifiaient rien du tout. Elles n'étaient qu'une distraction. Gwenda pleurait ouvertement maintenant, les épaules secouées de sanglots. « Je devais le faire, » dit-elle à travers ses larmes. « Vous ne comprenez pas, je devais le faire. »« Racontez-nous, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Aidez-nous à comprendre. » Et lentement, par bribes, l'histoire fut racontée. C'était une histoire terrible, qui ne commençait pas avec la mort de Venetia Carstairs, mais avec des événements survenus des années auparavant. Des événements qui avaient façonné la vie de Gwenda Clément d'une manière que son entourage n'avait jamais soupçonnée. « Je suis Caroline Carstairs, » dit-elle. Et dans le silence choqué qui suivit, mademoiselle Marple sentit la dernière pièce du puzzle se mettre en place. Caroline Desmond, comme je m'appelais. Je suis revenue en Angleterre il y a 2 ans après la mort de mon mari. Il a été tué pendant la guerre, dans la résistance française, et je n'avais plus rien, ni argent, ni famille. Je suis revenue dans l'espoir que ma mère me pardonnerait, m'aiderait. Mais quand je lui ai écrit, elle m'a renvoyé ma lettre sans l'ouvrir. Quand j'ai essayé de lui rendre visite, elle a demandé à sa femme de chambre de me renvoyer. Elle m'a dit que j'avais fait mon choix il y a 10 ans et que je devais en assumer les conséquences. Elle fit une pause, luttant pour se contrôler. J'ai rencontré John Clément lors d'une réunion paroissiale à Londres. Il était gentil, attentionné, il m'a vu alors que j'étais au plus bas. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, et quand on lui a proposé le poste à St. Mary Mead, j'étais horrifié. Mais je me suis dit que ce serait peut-être un nouveau départ, que ma mère me verrait que j'avais fait quelque chose de ma vie, et peut-être, elle ne vous a pas pardonné, dit doucement mademoiselle Marple. Elle ne m'a même pas reconnu. Je vis ici depuis 18 mois. Je la croise au village, lors des cérémonies religieuses, aux réunions du comité, et elle n'a jamais donné le moindre signe qu'elle savait qui j'étais. Elle me regardait sans me voir, comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais jamais existé. Cela a dû être très douloureux, dit l'inspecteur Craddock d'un ton neutre. Douloureux? Gwenda rit, d'un rire sec et dépourvu d'humour. C'était une torture, chaque jour, chaque rencontre. Mais je l'ai supporté parce que je n'avais pas le choix. John ne sait pas qui je suis vraiment. Personne ne le sait. Je vis dans le mensonge depuis 2 ans, terrifié à l'idée que quelqu'un me reconnaisse, que ma mère me dénonce. Et puis quelque chose a changé, suggéra mademoiselle Marple. Gwenda acquiesça, les mains crispées sur ses genoux. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre. De sa part. Elle disait qu'elle savait qui j'étais depuis le début, depuis le moment où John avait été nommé vicaire. Elle disait qu'elle m'avait observé, attendant de voir si j'allais avouer la vérité à mon mari, si j'allais révéler ma véritable identité. Comme je ne l'ai pas fait, elle a décidé que j'étais toujours la même personne égoïste et fourbe que lorsque je m'étais enfui avec Jean-Paul. « Que voulait-elle » demanda Craddock. « De l'argent. Elle voulait que je paie pour ma tromperie. 500 livres pour garder le silence sur ma véritable identité. Si je ne payais pas, elle dirait tout à John. Elle lui dirait que sa femme était une imposteur, que je l'avais épousée sous de faux prétextes, que je lui avais menti depuis le début. « Du chantage » dit calmement mademoiselle Marple. « Oui. Et je ne pouvais pas payer, nous n'avons pas d'argent. Le salaire d'un vicaire couvre à peine nos dépenses. Je suis allé la voir jeudi matin, je l'ai suppliée d'avoir pitié, de comprendre que je n'avais rien fait de mal, que j'avais simplement essayé de me construire une nouvelle vie.
Mais elle était implacable. Elle m'a dit que j'avais jusqu'à la fin du mois pour trouver l'argent, sinon elle détruirait tout. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge posée sur la cheminée. Ironique, pensa mademoiselle Marple, étant donné le rôle que les horloges avaient joué dans cette tragédie. « Vous avez donc décidé de la tuer » dit Craddock. « J'ai décidé. » La voix de Gwenda se brisa. « J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre ainsi. Je ne pouvais plus vivre dans la peur constante, dans la honte. Je pensais que si elle était morte, je serais libre. L'argent reviendrait à Philip Carstairs, je le savais, et je serais en sécurité. John ne saurait jamais la vérité. « Mais vous avez été tourmenté par la culpabilité, » observa mademoiselle Marple. « Depuis le moment où je l'ai fait. Depuis le moment où j'ai laissé cette tasse empoisonnée parmi sa porcelaine, sachant ce qui se passerait lorsqu'elle l'utiliserait. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais l'avertir d'une manière ou d'une autre, l'empêcher de boire le thé. Mais je ne pouvais pas sans révéler ce que j'avais fait. Alors j'ai laissé faire. J'ai laissé ma propre mère mourir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, terribles dans leur caractère définitif. Mademoiselle Marple pensa à Venetia Carstairs, prenant son thé dans le jardin qu'elle aimait, sans se douter que sa fille, celle qu'elle avait rejetée puis tenté d'exploiter, lui avait préparé la mort sous la forme d'une tasse empoisonnée. Et elle pensa à Gwenda Clément, vivant dans le même village que sa mère, méconnue et désespérée, finalement poussée au meurtre par la peur et la honte. « Les contes de la Guilde des Fleurs, » dit-elle soudainement. « La différence dont vous m'avez parlé, cela en faisait partie, n'est-ce pas ?» Gwenda acquiesça tristement. « J'ai pris l'argent, 53 livres sur plusieurs mois. J'essayais d'économiser suffisamment pour la payer, pensant que si je pouvais lui donner quelque chose, elle serait peut-être satisfaite et me laisserait plus de temps. Mais elle s'en est aperçue, bien sûr. Elle tenait des registres parfaits. Elle allait me dénoncer pour cela aussi, disant que cela prouvait que j'étais une voleuse en plus d'être une menteuse. Le tableau était désormais complet, terrible et tragique. Une fille qui avait commis une erreur de jeunesse, qui avait essayé de reconstruire sa vie, qui avait été poussée au meurtre par la cruauté implacable de sa mère. Et une mère qui avait été si rigide, si impitoyable, qu'elle avait créé son propre meurtrier. « Madame Clément, » dit l'inspecteur Craddock d'un ton formel, « je dois vous demander de m'accompagner au poste. Vous serez inculpé du meurtre de Venetia Carstairs. » Gwenda se leva, ses mouvements lents, et comme dans un rêve. « Puis-je écrire une lettre à mon mari, pour lui expliquer ?»« Vous aurez l'occasion de lui parler, » lui assura Craddock. Ils la conduisirent à travers le jardin, devant les roses qui commençaient à perdre leurs pétales sous le soleil d'automne, et mademoiselle Marple les suivit lentement, le cœur lourd du poids de ce qui venait d'être révélé. Elle pensa à John Clément, le gentil vicaire, qui devrait vivre en sachant que sa femme était une meurtrière. Elle pensa à Philip Carstairs, qui hériterait finalement, mais dans des circonstances qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et elle pensa à Venetia Carstairs, dont le refus de pardonner, dont le choix de la cruauté plutôt que de la miséricorde, lui avait coûté la vie. Lorsque la nouvelle de l'arrestation se répandit, le village fut stupéfait. Gwenda Clément était appréciée et respectée, et la révélation qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être, qu'elle avait assassiné sa propre mère, provoqua une onde de choc dans l'ordre social, soigneusement établi de St. Mary Mead. Miss Marple a traversé la tempête de ragots et de spéculations avec son calme habituel, mais elle en a ressenti le poids, la façon dont de telles révélations ont brisé le sentiment de sécurité et de certitude dont dépendait la vie du village. Elle avait eu raison au sujet du meurtre, elle avait vu clair dans la ruse habile des horloges arrêtées, mais il n'y avait aucune satisfaction à avoir raison sur quelque chose d'aussi tragique. Une semaine après l'arrestation, elle reçut une lettre de Gwenda Clément, écrite depuis la prison, où elle attendait son procès.
C'était une lettre terrible, pleine de remords et d'auto-accusation, mais aussi, curieusement, d'une sorte de soulagement. Le fardeau de la tromperie avait été levé, le terrible secret révélé. Quelle que soit la punition qui l'attendait, au moins elle n'aurait plus à faire semblant. Miss Marple lut la lettre 2 fois, puis la brûla dans sa cheminée, regardant les pages se recourber et noircir, pensant aux secrets et aux mensonges, et au prix que les gens paient pour tenter d'échapper à leur passé. Le procès, lorsqu'il eut lieu, fut bref et dévastateur. Gwenda Clément plaida coupable de meurtre, et le juge, tenant compte de la provocation mais incapable d'ignorer la nature préméditée du crime, la condamna à la prison à vie. Philip Carstairs hérita de la succession de sa tante et utilisa l'argent pour payer ses dettes et prendre un nouveau départ au Canada. John Clement resta à St. Mary Mead pendant 6 mois avant d'accepter un poste dans une paroisse isolée en Écosse, incapable de supporter les chuchotements et les regards compatissants. Et la maison Carstairs resta vide, ses jardins se couvrant peu à peu de végétation sauvage, les roses que Vénétia avait soigneusement entretenues devenant envahissantes et emmêlées, leurs fleurs devenant chaque année plus petites, comme si la violence qui s'était produite là avait empoisonné le sol même. 1 mois après le procès, Mademoiselle Marple, passant devant la maison par un après-midi gris d'octobre, remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. L'horloge de la sacristie, qui avait été réparée immédiatement après le meurtre, fonctionnait parfaitement. Mais l'horloge du jardin des Carstairs, la petite horloge en émail qui avait été restituée après avoir servi de preuve, se trouvait toujours sur le banc sous la tonnelle de roses où Vénétia était morte. Quelqu'un, peut-être M. Gage, qui avait continué à s'occuper du jardin malgré le fait que la maison était vide, l'avait placée là, et elle était restée arrêtée à 3h30. Non plus comme pièce à conviction, mais comme souvenir. Un marqueur du moment où le temps s'était arrêté pour Vénétia Carstairs et pour sa fille. Mademoiselle Marple resta longtemps à regarder cette horloge arrêtée, repensant à tout ce qui s'était passé, aux multiples couches de tromperie et de cruauté qui avaient conduit au meurtre. Elle pensa à Vénétia Carstairs, qui n'avait pas pu pardonner, et à Gwenda Clément, qui n'avait pas pu vivre avec la peur et la honte. Et elle pensa à la frontière, parfois si mince entre victime et bourreau, à la façon dont les circonstances peuvent transformer les gens d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les roses autour de la tonnelle avaient depuis longtemps fini de fleurir, leurs pétales éparpillés sur le sol, leurs tiges ne portant plus que des épines. Elles refleuriraient l'année suivante, supposa Mademoiselle Marple, mais elles ne seraient plus jamais entretenues avec le soin obsessionnel que Vénétia leur avait prodigué. Elles seraient désormais des roses sauvages, poussant à leur guise, sans être contraintes par la volonté humaine. Elle se détourna du jardin et rentra lentement chez elle, l'esprit rempli de réflexions mélancoliques. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans son salon confortable, occupée à tricoter, elle se surprit à repenser à quelque chose que Gwenda Clément avait dit pendant sa confession. « Je devais le faire. Vous ne comprenez pas? Je devais le faire. » Mais Mademoiselle Marple comprenait. Elle comprenait la terrible logique du désespoir, la façon dont la peur peut pousser les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées possibles. Elle comprenait comment le besoin de se protéger, de préserver le peu de sécurité que l'on a réussi à construire, peut l'emporter sur tous les principes moraux. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle ne comprendrait jamais, c'était la cruauté qui avait rendu ce désespoir nécessaire. Vénétia Carstairs avait eu le pouvoir de faire preuve de clémence, de pardonner, d'aider sa fille plutôt que de la tourmenter. Au lieu de cela, elle avait choisi d'exploiter la vulnérabilité de Gwenda, de lui extorquer de l'argent et de la soumission par le chantage. Ce faisant, elle avait signé son propre arrêt de mort. Il n'y avait pas d'innocent dans cette tragédie.
réfléchit mademoiselle Marple. Seulement des personnes qui avaient fait des choix, certains cruels, d'autres désespérés, tous avec des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de ce que quiconque avait prévu. L'horloge sur sa cheminée sonna 9 fois, chaque coup clair et précis, marquant le passage du temps qui continuait, que cela plaise ou non. Et mademoiselle Marple, en pensant à ces 2 horloges arrêtées à 3h30, comprit enfin ce qu'elles représentaient. Non pas un indice, un message ou une preuve, mais simplement le moment où le temps avait cessé d'avoir de l'importance pour 2 personnes dont les vies étaient devenues si enchevêtrées que seule la mort pouvait les séparer. Elle mit de côté son tricot et prit un livre. Mais son esprit n'était pas à la lecture. Elle pensait à St. Mary Mead, à la façon dont le village absorberait cette tragédie comme il en avait absorbé d'autres, à la façon dont il continuerait à suivre ses routines et ses rituels, ses expositions florales, ses fêtes paroissiales et ses réunions de comité. La vie continuerait comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose avait changé de façon permanente et irrévocable. Le village avait appris que le mal pouvait se développer dans les foyers les plus respectables, qu'un meurtre pouvait être commis par quelqu'un en qui ils avaient confiance et qu'ils appréciaient. Le sentiment de sécurité, de connaître ses voisins, avait été brisé, et même si cette fracture finirait par se refermer avec le temps, elle laisserait une cicatrice. Dans les jours qui suivirent, mademoiselle Marple observa le lent processus de guérison du village. Les gens parlaient moins du meurtre, détournant la conversation vers d'autres sujets lorsqu'il était évoqué. La maison des Carstairs restait vide. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Philip Carstairs avait l'intention de la vendre, car personne ne voudrait vivre dans une maison où une telle chose s'était produite. Les roses du jardin continuaient de pousser à l'état sauvage, leurs épines piquant quiconque s'aventurait trop près. Et dans la sacristie de l'église St. Mary Mead, l'horloge qui avait été réparée fonctionnait parfaitement, marquant les heures et les demi-heures avec des carillons réguliers et fiables. Mais tous ceux qui l'entendaient se souvenaient, au moins pour un instant, de l'autre horloge, celle qui s'était arrêtée à 3h30 et qui ne sonnerait plus jamais. 6 semaines après le procès, mademoiselle Marple reçut une dernière lettre, cette fois-ci de John Clément. Il écrivait depuis sa nouvelle paroisse en Écosse, décrivant la beauté sauvage du paysage et les gens simples et honnêtes qu'il servait. Il ne mentionnait pas directement sa femme, mais la douleur dans ses mots était évidente. La lutte pour comprendre comment la femme qu'il avait aimée avait pu faire ce qu'elle avait fait. « J'ai appris, écrivait-il, que nous ne connaissons jamais vraiment une autre personne, même si nous pensons être très proches. Nous ne voyons que ce qu'elle choisit de nous montrer, et sous cette surface peuvent se cacher des profondeurs de peur ou de désespoir que nous n'aurions jamais soupçonnées. Je m'en veux de ne pas avoir vu la souffrance de Gwenda, de ne pas avoir créé un espace où elle se serait sentie suffisamment en sécurité pour me dire la vérité. Peut-être que si j'avais été plus observateur, plus à l'écoute de ses besoins, cette tragédie aurait pu être évitée. » Miss Marple lut la lettre les larmes aux yeux. Le vicaire se reprochait le crime de sa femme, assumant la responsabilité d'un événement qui échappait à son contrôle. Elle savait que c'était une réaction courante, ce besoin de trouver un moyen d'avoir pu empêcher l'inévitable. Mais c'était aussi vain. Gwenda Clément avait fait ses choix, et ses choix avaient été dictés par des forces qui étaient à l'œuvre bien avant qu'elle ne rencontre John Clément. Elle lui répondit par une lettre prudente qui reconnaissait sa douleur, tout en suggérant gentiment qu'il n'aurait pas pu empêcher ce qui s'était passé, que certaines tragédies sont déclenchées par des événements lointains et ne peuvent être arrêtées, même par l'intervention la plus aimante. Elle ne savait pas si ces mots lui apporteraient du réconfort, mais elle espérait qu'ils allégeraient, ne serait-ce qu'un peu, le fardeau de la culpabilité qu'il portait. L'automne fit place à l'hiver, et St. Mary Mead
retrouva son rythme saisonnier. La Flower Guild tint son assemblée générale annuelle et élut une nouvelle trésorière, Madame Price, qui aborda sa tâche avec une détermination farouche, bien décidée à veiller à ce que chaque centime soit comptabilisé. La fête de Noël fut planifiée et organisée avec le mélange habituel de chaos et d'enthousiasme. La vie continuait, mais Mademoiselle Marple, en se promenant dans le village par un froid après-midi de décembre, se rendit compte que ses pas la ramenaient une fois de plus à la maison des Carster. Le jardin était encore plus envahi par la végétation, les roses en dormance pour l'hiver, leurs tiges nues formant une sorte de cage épineuse autour de la tonnelle. Et là, toujours sur le banc, se trouvait la petite horloge émaillée, arrêtée à 3h30. Quelqu'un avait déposé une poignée de fleurs à côté, fanées à présent, mais suffisamment fraîches pour ne pas être là depuis plus d'un jour ou deux. Mademoiselle Marple se demanda qui les avait laissées là. Philip Carstairs peut-être, pleurant la tante qui avait tenté de le déshériter. Ou une autre personne du passé de Vénétia, quelqu'un qui l'avait connue avant que la cruauté et le contrôle ne la consument. Elle resta debout à regarder ces fleurs fanées et cette horloge arrêtée, et elle pensa au temps, à la façon dont il s'écoule inexorablement pour les vivants tout en restant figé pour les morts, à la façon dont nous marquons son passage avec des fleurs, des horloges et des services commémoratifs, comme si le fait de le mesurer nous permettait en quelque sorte de le contrôler. Mais le temps, comme Mademoiselle Marple l'avait appris au cours de sa longue vie, ne peut être contrôlé. Il fait ce qu'il veut, nous emportant vers l'avenir, que nous soyons prêts ou non, transformant le présent en passé, l'espoir en souvenir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre au mieux, faire nos choix et en accepter les conséquences, sachant qu'un jour, nous ne serons, nous aussi, qu'une horloge arrêtée dans la mémoire de quelqu'un. Elle se détourna du jardin et rentra lentement chez elle dans le crépuscule hivernal, l'esprit rempli de pensées sur les mères et les filles, la cruauté et le désespoir, les choix terribles que font les gens lorsqu'ils sont pris au piège par les circonstances et la peur. L'horloge de l'église sonna 6 coups alors qu'elle passait, son son clair et froid dans l'air hivernal, et Mademoiselle Marple pensa une dernière fois à ces 2 horloges arrêtées et à ce qu'elles représentaient. Non pas des preuves, des indices ou des messages, mais simplement le moment où tout avait irrémédiablement mal tourné. Ce soir-là, assise dans son salon avec son tricot et un livre, Mademoiselle Marple réfléchit à l'affaire et à sa résolution. Elle avait vu juste concernant la méthode et le mobile. Elle avait percé à jour la subtile diversion qui cachait la vérité. Mais il n'y avait aucune satisfaction à avoir raison. Pas quand la vérité était si douloureuse et les conséquences si dévastatrices. Elle pensa à Gwenda Clément, assise dans une cellule de prison, dépouillée de sa fausse identité et contrainte de vivre avec ce qu'elle avait fait. Elle pensait à John Clément, qui essayait de reconstruire sa vie dans une paroisse lointaine, portant le fardeau du crime de sa femme. Elle pensait à Philip Carster, qui avait hérité d'un argent taché de sang et essayait de prendre un nouveau départ dans un nouveau pays. Et elle pensait à Vénétia Carster, qui avait payé le prix ultime pour sa cruauté, dont l'incapacité à pardonner lui avait coûté la vie. Il y avait des leçons à tirer de cette tragédie, supposait Mademoiselle Marple, même si elle soupçonnait que la plupart des gens ne les apprendraient pas. Des leçons sur la miséricorde et le pardon, sur le danger de s'accrocher trop fermement aux griefs du passé, sur la façon dont la cruauté engendre le désespoir, et le désespoir engendre la violence. Mais les gens apprenaient rarement ces leçons, sauf à travers leurs propres souffrances, et même alors, pas toujours. L'horloge sur sa cheminée sonna 9 coups, et Mademoiselle Marple mit de côté son tricot. Il était temps d'aller se coucher, de laisser derrière elle les pensées de meurtre et de tragédie, et de se concentrer sur les plaisirs simples de la routine. Demain, il y aurait des courses à faire et des voisins à visiter.
les activités ordinaires de la vie villageoise. Le meurtre s'éloignerait davantage dans le passé, devenant juste une autre histoire, une autre tragédie dans la longue histoire de St. Mary Mead. Mais en montant les escaliers qui menaient à sa chambre, Mademoiselle Marple se surprit à penser une dernière fois à cette horloge arrêtée dans le jardin des Carstairs, figée à jamais à 3h30. Elle resterait là, supposa-t-elle, jusqu'à ce que la maison soit vendue et le jardin déblayé, petit mémorial du moment où le temps s'était arrêté. Et peut-être, pensa-t-elle, en se préparant à se coucher, était-ce approprié ? Peut-être que chaque tragédie devrait avoir son symbole, son horloge arrêtée, ses fleurs fanées ou sa pierre commémorative, quelque chose pour rappeler aux vivants que le temps est précieux, que la miséricorde est nécessaire et que la cruauté a toujours des conséquences. Elle fit ses prières, comme chaque soir, et demanda la grâce, la sagesse et la force d'affronter tout ce que le lendemain pourrait lui réserver. Et alors qu'elle sombrait dans le sommeil, sa dernière pensée fut pour ces roses dans le jardin des Carstairs, qui poussaient désormais à l'état sauvage, libérées du contrôle rigide qui les avait façonnées pendant tant d'années. Ces roses fleuriraient à nouveau au printemps, mais elles ne seraient plus jamais les mêmes. Tout comme St. Mary Mead ne serait plus jamais tout à fait la même, tout comme aucun d'entre eux, ni Mademoiselle Marple, ni les villageois, ni aucune des personnes touchées par cette tragédie, ne serait plus jamais tout à fait le même. Le temps passait. La vie continuait. Mais dans le jardin de la maison des Carstairs, une horloge restait arrêtée à 3h30, marquant le moment où tout avait changé, où la façade soignée de la civilisation s'était fissurée et avait révélé le cœur humain désespéré qui se cachait derrière. Et cette horloge, pensa Mademoiselle Marple alors que le sommeil la gagnait enfin, resterait arrêtée longtemps après que tous ceux qui se souvenaient des événements qu'elle avait marqués auraient disparu. Un petit mystère sur lequel les générations futures pourraient s'interroger. Une horloge arrêtée dans un jardin, envahie par la végétation, signifiant tout et rien, un mémorial à une tragédie que le temps lui-même ne pourrait jamais effacer.